Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on va recevoir encore une fois un invité qui est déjà passé. Il s'agit de Nadim Takchi de Livrep, le fondateur de Livrep, donc le livret d'épargne Pierre, sur lequel j'ai interviewé Nadim sur l'épisode qui s'appelait Trouver des biens off-market, qui était l'épisode 69. Dans cet épisode, en fait, j'ai souhaité le réinterviewer parce que, comme vous le savez, le marché immobilier a beaucoup bougé en 2022. Inflation, augmentation de taux d'intérêt, potentielle chute des prix de l'immobilier. Je pense que vous êtes au courant de pas mal de choses. Et je pense que c'est vraiment intéressant de faire un point avec quelqu'un qui est dedans, qui passe son temps en fait à acheter des biens et du coup à les exploiter pour qu'il nous donne un petit peu son ressenti sur déjà l'état du marché immobilier en 2022, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a ressenti, quels sont les réels impacts sur le marché immobilier, mais surtout comment il voit aussi le marché immobilier en 2023, sachant qu'il dit très bien dans l'épisode, chaque fois qu'on fait des prévisions, on se plante, donc l'idée c'est pas non plus de faire une prévision qui va s'avérer juste, mais surtout d'argumenter en fait sur pourquoi ça peut rester intéressant d'investir dans l'immobilier ou pas. On va détailler ça dans le podcast, et voilà, on va vraiment mettre l'accent là-dessus en fait. C'est surtout, est-ce qu'il faut encore aujourd'hui investir en immobilier en 2023, malgré l'augmentation des taux, malgré le fait que les prix peuvent baisser potentiellement. C'est vraiment sur ça que va tourner l'épisode de podcast aujourd'hui. Donc si aujourd'hui tu as envie d'investir dans l'immobilier, que tu es prêt à passer à l'action, tu as le dossier qu'il faut, mais que tu hésites parce que tu vois que les taux augmentent et du coup que ta capacité d'emprunt peut baisser, ou que du coup les prix vont peut-être baisser, donc tu te dis peut-être je vais attendre, machin, écoute bien cet épisode parce qu'on va donner des arguments vraiment solides, à la fois de son côté et du mien, pour voir est-ce que oui ou non ça vaut le coup d'investir dans l'immobilier en 2023. Donc voilà, je te laisse avec l'épisode du jour, avec Nadim, je te souhaite une très bonne écoute. Salut Nadim, tu vas bien ? Salut Thomas, très bien et toi ? Ça va nickel. Très content de te réaccueillir. Tu fais partie, là en ce moment je fais une grosse session, je fais des deuxièmes sessions avec des invités qui sont déjà passés. Tu fais partie de cette série, donc je suis très content de te réaccueillir. Voilà, tu fais partie des épisodes qui ont beaucoup plu, donc je suis très très content que tu sois de nouveau là. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, qu'on fasse un petit bilan de l'année 2022 sur le marché immobilier dans son ensemble, et qu'on puisse parler un petit peu des perspectives pour 2023, de comment toi tu vois la chose par rapport au contexte actuel. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je propose que tu te représentes rapidement, que tu nous dises rapidement d'où tu viens, ton parcours et ce que tu fais. Alors avec plaisir, merci de me réaccueillir. Donc je suis Nadim Takchi, d'origine libanaise. Je suis arrivé en France pour terminer mes études, entrepreneur dans l'âme. Donc j'ai monté plusieurs boîtes. La première s'appelait Crédit.fr. Elle s'appelle d'ailleurs toujours Crédit.fr, qui était devenue numéro 2 du prêt participatif ou du crowdlending en France, qu'on a revendu à Tikeo Capital en 2017. Derrière, j'ai travaillé dans la blockchain pendant quelques années, où j'ai notamment fait investir PayPal dans leur première boîte de blockchain. Ils avaient mis $2 millions dans ma boîte, avant qu'elle soit revendue en 2020. Et en 2020, j'étais également mandaté par la Banque centrale du Liban pour monter un fonds et une plateforme de trade finance qui ont levé $175 millions pour financer les industriels libanais. Donc l'idée était d'aider un peu le Liban à se sortir de la crise. Et en parallèle de toutes ces expériences, je suis aussi un gros investisseur, ou relativement gros investisseur à titre personnel dans l'immobilier, avec plus d'une dizaine d'opérations réalisées à mon actif. Et c'est aussi dans cette optique-là... À titre perso, tu parles ? Oui, tout à fait, à titre perso. Et donc c'est dans cette optique-là que j'ai aussi souhaité créer le Livrep, qu'on a lancé en 2022, qui est la première solution d'épargne immobilière, donc qui permet en fait de combiner la simplicité et la liquidité du livret A à la performance et la sécurité de l'immobilier, tout ça à portée de main au sein d'une appli. Ok, d'ailleurs je précise, on avait fait un épisode où on avait beaucoup parlé du Livrep, qui est, alors j'ai plus le numéro en tête, mais c'était dans les épisodes 70 je crois, ou 60, donc je laisserai aux auditeurs de checker l'épisode. L'épisode était intitulé « Trouver des biens off-market », on avait axé l'épisode là-dessus,
qui était un petit peu enfin voilà, l'expertise de Livre Épée, hein, parce que c'est comme ça que vous faites les bonnes affaires et que vous permettez ces rendements-là sur Livre Épée. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Livre Épée, je vous invite fortement à aller écouter cet épisode, même si on en reparlera quand même en fin d'épisode. Du coup, Nadim, j'aimerais avoir toi ton avis sur le marché immobilier en 2022, parce que ça a été assez chahuté, on va dire, avec voilà inflation, augmentation des taux, qui ont forcément eu un impact sur l'acceptation des crédits et donc par conséquent sur le marché IMO. Alors même si je pense que ça met quand même du temps à se diffuser dans l'économie, hein, toutes ces décisions, je voulais savoir, toi qui fais ça au quotidien, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as pu constater concrètement en fait là, en 2022 sur le marché IMO? Alors, clairement, en 2022, il y a eu un point d'inflexion, hein, avec l'augmentation des taux qui s'est accélérée. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'individus, de personnes qui ont du mal ou qui n'arrivent plus à emprunter, donc qui sont plus en mesure d'acheter. Je regardais là l'autre jour un peu les chiffres du marché immobilier en 2022, ils sont quand même bons. Ils sont bons parce que, comme tu le dis, l'augmentation des taux en fait n'impacte pas directement les ventes. Et puis aussi, il faut un peu de temps avant de voir en fait tous les résultats sur l'année. Mais en tout cas, le début d'année était bon et il y a un très grand nombre de ventes et on voit en fait que ça a commencé à diminuer. Maintenant, Alors quand tu dis ça a commencé à diminuer, c'est quoi? C'est le nombre de transactions qui a diminué le ou nombre de c'est les prix? transactions diminue et les prix diminuent un petit peu. Alors, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, en France, on a la chance d'être sur un marché immobilier qui est très résilient, puisqu'on est de base, euh, on a accès à des taux fixes, des taux de financement qui sont fixes. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important, qui nous différencie des États-Unis, où là, on voit en fait les taux qui augmentent de manière très forte puisqu'ils sont indexés, indexés et que la banque peut derrière peut en faire ce qu'elle veut. C'est taux Donc variable, aujourd'hui, c'est ça? c'est ça, Mmh. exactement. Donc voilà, on a la chance en fait en France. On l'a vu ces 30 dernières années avec toutes les crises qu'on a pu connaître. Il y a des micro-corrections qui peuvent être aperçues sur le marché résidentiel. Mais aujourd'hui, on voit voilà, 1 ou 2% de baisse sur des grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Mais le marché reste quand même relativement dynamique. En 2023, je ne sais pas s'il va s'il va le rester, mais bon, pour l'instant, on est dans cette optique-là. D'accord. Est-ce que tu as pu constater qu'il y avait donc tu as constaté une baisse des transactions, une petite baisse des prix, mais globalement, est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres, tu vois, sur le marché global, sur l'évolution des prix par exemple? Parce que là, tu as cité les grandes métropoles, mais est-ce que sur le marché immobilier en France, même enfin, qui comprend du coup villes moyennes aussi et petites villes, est-ce qu'on a des chiffres ou tu as une idée de la tendance? Alors, pour moi, prendre tout en un bloc fait peu de sens, puisque d'un côté, faut vraiment, dans un premier temps, établir notre stratégie de base et pouvoir vraiment différencier un investissement dans les très grandes villes, dans les grandes villes ou les petites villes. Grandes villes, villes moyennes. Donc, selon moi, mettre tout dans le même panier fait un peu moins de sens puisqu'on est sur des dynamiques d'évolution qui sont différentes. On le voit hein, depuis le Covid, Paris a pris un petit coup. On reste quand même sur des prix qui sont très élevés. On reste sur une croissance même si elle baisse légèrement, elle ne s'écroule pas parce qu'on est il y a des fondamentaux qui sont là, que ce soit à Paris, à Lyon ou dans d'autres grandes villes. On a des fondamentaux où on a un bassin de population qui est important, on a un bassin d'étudiants qui reste là, qui a besoin de louer. Ce qui est intéressant avec le marché français, le marché immobilier résidentiel en France, c'est qu'on a un besoin de 800 000 habitations dans les grandes villes. Donc il y a quand même un besoin au niveau locatif et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de tensions sur les locations. Justement parce que le marché de l'acquisition est en train est en train de baisser légèrement. Donc en fait, il y a quand même un potentiel qui est là. Puisque quand on achète un bien, on l'achète pour deux raisons. Soit pour y habiter, soit on l'achète en tant qu'investissement locatif pour le louer. Et ce qui est important dans cette deuxième optique, c'est le potentiel de location, le potentiel locatif, pardon. Et dans ce cadre-là, savoir qu'il y a un besoin de location qui est très important dans les grandes villes et que donc les gens, voilà, on est quasi certain de le louer dans des bonnes conditions, à condition bien entendu que on en prenne soin dès le départ et on loue quelque chose de décent minimum. Euh, on,
ne se plan on peut difficilement se planter tant qu'on achète au bon prix. Donc là, aujourd'hui, on voit un peu des prix baisser. Nous, avec Livre Épée, on en a profité. On a acheté 3 appartements à Lyon, là, où on est en dessous de 4 000 € le mètre carré, dans le centre de Lyon. Donc Ouais, donc en vraiment dessous du prix du marché, j'imagine. en dessous du prix du marché, parce que voilà, on arrive à négocier. On sait qu'aujourd'hui, les vendeurs sont un peu stressés, ils sont dans une optique qui en tout cas paraît assez morose. Donc, quand on est acheteur, on a généralement un point, on est généralement dans une position de force aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Donc, on est dans une position de force aujourd'hui et je pense qu'il est très possible de pouvoir faire pression sur les prix, surtout quand on est capable derrière d'acheter sans conditions suspensives de financement, on arrive à faire ce genre de choses. Donc ça, c'est pour des gens qui ont les moyens ou pour des sociétés qui sont dans une optique d'investissement. Ok. T'as dit une chose super intéressante là tout à l'heure. T'as dit, vu que théoriquement on va dire les ménages, ils ont un peu plus de mal à emprunter, tu disais que du coup il y a un peu moins de gens qui peuvent acquérir leur résidence principale. Donc théoriquement, il y a plus de gens potentiellement qui sont locataires. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Donc c'est d'autant plus intéressant pour les gens qui sont capables d'acheter de le faire, parce que le nombre de locataires est en train d'augmenter. Il y a de moins en moins de logements à louer. Pour cette raison-là, parce que les gens qui souhaitent acheter ne peuvent plus acheter, du coup ils vont rester locataires pendant quelques années encore, le temps que leur situation financière s'améliore. Il faut aussi savoir qu'avec la sortie du Covid, il y avait beaucoup d'appartements qui, pendant le Covid, étaient en Airbnb et donc sont revenus à la location longue durée. Maintenant, avec la sortie du Covid, la reprise un peu du tourisme mondial, ces appartements-là reviennent sur Airbnb, donc ce ne sont plus disponibles à loc Ouais, longue donc ça durée. crée une nouvelle pénurie de logements. Exactement. Il y a aussi un troisième point qui est la sortie en fait du marché, enfin en tout cas une sortie progressive du marché des passoires thermiques, puisque du coup tous les biens qui ont un DPE F ou G aujourd'hui ne pourront plus être loués très prochainement, et le E qui sont en E, ça arrivera aussi. Donc ça aussi, ça crée une pression supplémentaire sur ce marché-là, ce qui fait que quand on est locataire, en fait on devient dans une position un peu de faiblesse, et là en tant qu'acheteur, il est temps, je pense, voilà, en courant 2023, de regarder un peu ce qui se fait sur le marché. Ok. Ouais, donc si je récapitule là, les trois un peu arguments qui prouvent qu'en gros on a une tension locative qui monte, et donc qui est plutôt une bonne nouvelle en tant que propriétaire bailleur, parce qu'on se dit qu'on aura moins de mal à louer, c'est que il y a la sortie du Covid qui fait que les apparts qui étaient qu'ils avaient mis en meublé, ils repartent en Airbnb, du coup ça fait moins de logements. On a moins de propriétaires pour la résidence principale, donc du coup ça crée de nouveaux locataires. Et en plus, il y a les nouvelles normes de DPE qui font que certains logements seront interdits à la location. Alors ça pour le coup, c'est pas encore pour tout de suite, hein, je crois, c'est pour très bientôt pour les G, je crois, c'est 2025 si je dis pas de bêtises. Pour Non, les c'est 2023. 2023, ok. Ouais. Et je crois qu'après, tous les 2 ans, tu as une nouvelle lettre, je crois, ou enfin, C'est je ça sais à peu plus. près. Je n'ai plus les éléments en tête, mais en gros, voilà, tant qu'on est au-dessus de D, donc F ou E, F, G, pardon, voilà, il faut Oui, il y faire a une deadline, attention. quoi. Je crois que c'est 2030 ou 2032 pour le E, mais Oui, en gros, il exactement. faut être au-dessus de E, quoi, Oui, si on veut être tout à fait, tranquille. tout à fait. Ok. Et mais bon, après, du coup, le problème qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est que ce que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est que à cause des taux qui augmentent et tout, c'est compliqué. Il y a moins de gens qui achètent leur résidence principale, mais c'est aussi plus difficile peut-être pour l'investisseur particulier qui veut faire son premier invest locatif ou qui veut enchaîner. C'est peut-être aussi plus compliqué pour eux, non? Parce que si les taux augmentent, à moins que la personne ait un très bon dossier, donc des gros revenus, est-ce que c'est possible plus compliqué aussi pour, là je parle pour le petit particulier, hein, pas pour une entreprise. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as constaté ça? Complètement, très clairement, les primo-accédants ont et vont avoir de plus en plus de mal d'accéder à la propriété dans les prochains mois. En tout cas, ils vont avoir de plus en plus de mal dans le sens, par rapport à leur projet initial. En gros, une augmentation des taux veut dire que ton crédit va coûter plus cher, donc ta capacité d'endettement va se réduire. Donc là où tu souhaitais par exemple investir et acheter un bien à 150 000, tu ne pourras plus qu'acheter à 120 ou 130 par exemple.
Donc il faut que, quand on a un projet d'achat, il faut peut-être revoir, donc déjà de base, son budget, donc le revoir un peu à la baisse, négocier avec la banque pour essayer donc de trouver un terrain d'entente qui puisse convenir à tout le monde. Mais et donc dans ce cas-là, il faut aussi peut-être se diriger vers des villes, on va dire des villes moyennes, où on peut trouver des biens à la vente autour de 100 000 ou en dessous de 100 000 euros. Et il y en a. Donc par exemple Rouen, nous on est en train de regarder Rouen, qui est une très belle ville étudiante, où il y a un très très gros potentiel, des biens on a vu passer des biens en dessous de 100 000 euros et qu'on peut derrière louer relativement assez facilement. Ok. Donc Avec une grande rentabilité locative aussi? Alors ceux qu'on a regardés, nous on était au-dessus de 7% net. Ok, ouais. Donc ça reste intéressant. Ouais. Mais c'est des biens qu'on négocie, donc ça reste très intéressant. 7% net, si on emprunte à 2,5, 3, on est au-dessus du double entre le taux d'emprunt et la rentabilité nette. Et moi, généralement, je dis toujours qu'il faut en termes d'investissement locatif, il faut avoir 2 fois plus, un rendement 2 fois meilleur à son taux de crédit. En net, tu parles? En net, exactement. Net après impôt? Avant impôt. Avant impôt, ok. Hors impôt, mais net, tenant en compte les charges, taxes foncières, les travaux, Ouais. etc. Ok, donc ouais, ça c'est un bon ratio, je pense, à penser, que moi j'avais pas souvent entendu. C'est en gros, si tu empruntes à 2,5, il faudrait que ton rendement net il soit à 5, quoi. Oui. Pour que ça reste intéressant. Selon moi, ensuite, chacun fait Ouais, son chacun fait truc, ses critères, bien sûr. mais j'essaie de me garder un minimum une ligne de conduite minimale là-dessus. Et ça pousse aussi à trouver les bons investissements. Ok. Et du coup, selon toi, est-ce que investir en immobilier, alors je parle d'investissement locatif, je parle pas forcément de résidence principale, est-ce que investir dans le locatif en 2023, c'est selon toi toujours une bonne idée? Ou est-ce que c'est mieux d'être, est-ce que c'est bien si quelqu'un vraiment s'est formé, il est chaud pour passer à l'action, est-ce que toi tu lui recommanderais de passer à l'action parce que dans tous les cas c'est une bonne idée, ça reste de l'immobilier malgré l'augmentation des taux, ou peut-être d'être un peu dans l'attentisme et voir un peu comment vont évoluer les taux et les prix? De base, je vais dire oui, parce que nous, avec le livret P, on est justement en train de profiter de cette situation où on arrive à négocier des biens un peu partout en France à 20-30% en dessous du prix du marché. Alors grâce à notre réseau off-market, mais aussi à notre capacité à négocier les prix. Et nous personnellement, on en profite parce qu'initialement, on est en compétition sur ce marché IMO avec des investisseurs particuliers qui aujourd'hui sont de moins en moins en mesure d'acheter Ouais, de moins en moins nombreux. et qui nous permettent en fait de mieux négocier les prix. Donc si on a la capacité de le faire, je pense qu'il faut le faire courant 2023. Aujourd'hui, il y a un attentisme des gens à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on est dans une incertitude, on va dire, globale, macroéconomique, donc qui fait que voilà, ça crée un attentisme chez les gens qui se disent bon, je ne sais pas, je ne veux pas acheter, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, il faut quand même savoir que malgré tout, il y a des fondamentaux économiques au niveau du pays et de manière générale qui sont quand même relativement bons, relativement stables, malgré une inflation qui est très forte et qui devrait se réduire courant 2023. On a un marché de l'emploi qui est très dynamique en France. On a quand même toujours cet attrait pour les bonnes villes, les grandes villes. Il faut bien sélectionner les biens qu'on veut acheter. Quand on fait un investissement locatif, on le fait sur du long terme. Donc, même si j'achetais en janvier 2023 au prix de 100 et que janvier 2024, en fait, la valorisation de mon bien tombe à 90 ou à 95, et là encore, c'est 5 ou 10% de baisse, ce qui est quand même énorme et que je n'anticipe pas ce type de baisse. Quand on réfléchit sur une longue durée, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ce qui, selon moi, est censé être l'horizon de réflexion pour un investisseur dans l'immobilier, il suffit juste de tirer un trait, en fait. On tire un trait vers le haut, et puis parce que les prix vont reprendre de manière assez naturelle. On l'a vu on l'a vu après la crise des subprimes en 2008-2009 en France, il y a eu une baisse, une baisse qui a duré un an ou deux, et ensuite qui est bien repartie. Donc si on avait acheté des biens au plus haut des prix en 2008, aujourd'hui on serait largement gagnant. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on était pas loin du double.
Ouais, mais il y a c'est un pas petit grand peu temps. après comme en bourse, quoi, hein. Même si on investit juste avant le crash, on investit au plus haut, historiquement, en tout cas, maximum 5 ou 10 ans plus tard, normalement, on a retrouvé ses gains, quoi. Alors, toujours pareil, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais dans l'immobilier, ouais, enfin, du moins historiquement, sur le long terme, enfin, la tendance est plutôt haussière, donc ça peut être aussi une opportunité d'acheter à la baisse, quoi. Et il faut garder aussi en tête qu'on est sur un marché qui n'est pas aussi volatile que la bourse. Donc, quand on perd quelques pourcents. Et Ouais, et quand on puis va c'est pas gagner, aussi bon, violent, quoi. c'est ça, exactement. Enfin, les amplitudes, en tout Exactement. cas, sont pas aussi violentes qu'en bourse, ouais. Je pense aussi que c'est aussi important, hein, pour un actif comme l'immobilier qui n'a fait qu'augmenter ces 20-30 dernières années, de lui permettre de respirer un petit peu. Parce que là, on est vraiment sur des micro-corrections, hein, qui arrivent sur le marché en fonction des villes, etc. Mais c'est bien aussi de respirer, d'arriver sur un niveau un peu de stabilité des prix ou de tassement avant de repartir à la hausse. Donc je pense que c'est sain, c'est naturel. Et il n'y a pas, enfin, pour moi en tout cas, il n'y a pas de quoi avoir peur. La seule chose qui est pour moi la plus importante, et je pense qu'on l'a entendu déjà plein de fois, c'est bien acheter. C'est tout. Donc Ouais, bien en dessous du prix acheter du et marché, quoi. en dessous du prix du marché actuel, oui, et on peut le faire parce que aujourd'hui les acheteurs sont en position de force. Donc le marché s'est vraiment rééquilibré en faveur des acheteurs. Et donc pour moi, il est temps aujourd'hui de justement profiter de cette position de force pour négocier et avoir le choix. Là où il y a encore 2 ans, on avait 5 minutes pour acheter un bien parce qu'il y avait 20 personnes qui allaient se lancer dessus. Donc c'est là en fait où les belles opportunités résident. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Alors je rebondis sur une phrase que tu as dit qui me paraît super pertinente, c'est que tu dis: «C'est bien aussi des fois que ça baisse» parce que enfin moi je suis pas trop pour, tu vois, les croissances exponentielles, que ce soit en bourse ou en immobilier. Je trouve que, enfin, tôt ou tard, tu vois, enfin, j'ai l'impression que plus la croissance est exponentielle, plus la chute sera brutale et je trouve qu'une correction comme on connaît en ce moment, que ce soit en immobilier ou en bourse, qui n'est pas si, enfin oui, elle est en bourse un peu plus violente, tu vois, le S&P 500 il a perdu 20%, donc forcément ça pique un peu, mais je trouve que c'est sain en fait, parce que si ça aurait continué à monter, je pense que la chute aurait été encore beaucoup plus brutale et je pense que de temps en temps d'avoir une correction qui se rééquilibre en fait avec les vrais fondamentaux, que ce soit en immobilier ou en bourse, c'est quelque chose de sain et moi je trouve que c'est bien. Surtout, enfin, après si on est un investisseur court terme ou qu'on démarre en bourse ou en immobilier et qu'on pensait faire de l'argent rapidement, forcément, c'est pas cool, mais ça permet aussi d'apprendre que le long terme, c'est ça aussi qui fait qu'on s'enrichit généralement, quoi. Il faut faire aussi la distinction, hein. Donc, on a aujourd'hui pas mal de gens qui investissent sur du crowdfunding immobilier, donc des projets qui sont généralement destinés à financer des promoteurs immobiliers ou des marchands de biens. Aujourd'hui, l'immobilier de court terme, donc sur du marchand de biens ou de la promotion immobilière, est risqué. Est risqué parce qu'on a une augmentation, et donc c'est pour ça aussi qu'on a des taux qui sont très élevés. Donc les gens ont tendance à regarder le taux et ne poussent pas un peu l'analyse derrière. Mais même quand on a 9 ou 10% sur du court, sur 2 ou 3 ans, il faut regarder un peu ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des prix des matières premières, l'augmentation des délais de livraison, le fait qu'il est de plus en plus difficile de trouver une main-d'œuvre qualifiée, et aussi une baisse potentielle, même de quelques pourcents à court terme, fait que voilà, quand on est en train de construire ou de rénover un bien et qu'on veut le vendre au bout de 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, on ne sait pas exactement comment sera le marché à ce moment-là. On est quand même sur du très court terme, et donc il y a un risque qui est forcément accru là-dessus. Donc il faut juste être vigilant. Ça ne veut pas dire que tous les projets sont mauvais, loin de là. Mais par exemple, il y a l'un des plus gros promoteurs français qui s'appelle Maison Phoenix, qui a fait faillite l'an dernier, en 2022. Ouais, j'en ai Donc, entendu parler. et donc ça prouve, voilà, qu'il y a de plus en plus ces promoteurs ont de plus en plus de difficultés. Même moi, j'avais une société marchand de biens que j'ai mis en veille, hein, pour livrer P, mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, je ne considère aucun projet marchand de biens, à part si j'ai potentiellement une marge de 100% à faire là-dessus, parce que voilà, le risque est trop élevé. Bah, c'est ça, vu qu'a priori, avec l'augmentation des taux, on est quand même sur une tendance potentiellement baissière court terme, ben, vu que le marchand de biens, c'est de faire de l'achat-revente à court terme, enfin voilà, on peut pas faire, on peut potentiellement faire pas autant de gains que ce qu'on aurait pu faire les dernières années, quoi. Sachant qu'on se finance en marchand de biens aujourd'hui entre 6 et 7% minimum, puisque le taux de financement de marchand de biens est adossé à l'Euribor 12 mois.
et qui aujourd'hui doit être Tu autour peux de définir 3%. rapidement l'Euribor parce que je pense que les gens ne connaissent pas trop. Le Ribor, c'est un taux. Alors, je n'ai pas la définition. Alors, je l'ai appris aussi pendant ma formation de CIF. Hein, alors. Ah, Je crois que c'est le taux interbancaire européen qui est mis à jour tous les jours. De mémoire, voilà, hein, ça fait déjà 4 mois que je l'ai appris. Je tout dis à, ça de mémoire. tout à fait, avec différentes maturités, donc qui vont de 1 semaine à 1 an. Ouais. Ok. Alors, j'ai une autre question qui me trotte dans la tête, parce qu'en fait, c'est quelque chose c'est une réflexion en fait que j'ai eue dernièrement et que je vois personne en parler en fait. Donc je vais t'en parler. C'est que je me dis, tu vois, avec l'inflation aujourd'hui, bon, t'es pas sans savoir que quand tu loues un bien, t'as ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de révision des loyers, qui fait que bah voilà, tous les ans tu peux augmenter les loyers et c'est indexé sur l'inflation. Alors je crois qu'il y a eu des plafonds de mis pour éviter, enfin pour préserver un peu le pouvoir d'achat des Français. Je crois que c'est maximum 3% maintenant, enfin, un truc comme ça. Bref, le fait est que en général, tous les ans, tu peux augmenter ton loyer à peu près de 1%, quand l'inflation est à peu près comme avant. Mais maintenant, vu que l'inflation a augmenté, l'indice IRL a aussi beaucoup augmenté, ce qui fait que en suivant l'IRL, tu peux augmenter les loyers. Enfin, les loyers vont augmenter en fait de manière naturelle pour suivre l'inflation. Ce qui fait que je me dis que si aujourd'hui les prix de l'immobilier baissent, mais que que tous les loyers augmentent parce que ça suit l'inflation, est-ce que aussi on n'aura pas des rendements plus intéressants qu'il y a 2-3 ans où les prix étaient au plus haut et les loyers au plus bas? Tout à fait. Et en fait, si tu veux, les rendements suivent le taux de financement. C'est tout bête, hein, mais plus le taux de financement va augmenter, ça va faire davantage pression sur les prix. Et donc, si le taux de financement augmente, c'est aussi qu'il y a une inflation. Donc, les loyers augmentent naturellement par la suite. Donc, ce qui fait que tu vas avoir des taux de rendement qui vont être plus élevés. Donc oui, tu as tout à fait raison. Et indépendamment de ça, vu qu'on est dans une période aussi inflationniste, même si tu avais un bien qui n'était pas forcément loué initialement, tu sais que tu peux le louer plus facilement parce qu'il y a une tension plus importante au niveau locatif. Et donc, tu peux le louer à un prix plus élevé et donc augmenter, pour ne pas dire maximiser, mais augmenter ta rentabilité. Donc, il est d'autant plus intéressant aujourd'hui de rester quand même actif sur le marché, d'essayer de trouver les bonnes affaires, ne pas se précipiter, bien négocier, prendre le temps, parce qu'aujourd'hui, on a le temps en tant qu'acheteur de bien acheter. Et j'ai surtout envie de dire, tu peux te permettre de négocier aussi, peut-être ce qui n'était pas possible avant. Enfin, moi, je sais que quand j'avais acheté en banlieue parisienne, c'était impossible de négocier. Enfin, c'est en 2019, en tout cas, j'avais essayé de négocier 3 fois, et 3 fois, bah, les personnes ont acheté soit au prix, soit au-dessus du prix. Donc, pour acheter, j'étais obligé d'acheter au prix. Et je me dis aujourd'hui, même dans les métropoles, aujourd'hui, on a un pouvoir de négociation qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et là, on le voit, enfin, là, on a acheté les appartements à Lyon qu'on a achetés. Ils étaient déjà pricés au prix du marché, voire certains en dessous du prix du marché. Et malgré ça, j'ai réussi à négocier entre 5 et 20% de plus sur chacun. Et alors que j'étais le premier à visiter, finalement le seul. Dans chacun des biens, j'étais le premier et le seul. Donc toujours un peu la stratégie off-market dont on avait parlé lors du podcast précédent, qui me permet en fait d'être assez réactif et agressif sur ces biens-là, et qui me permet aujourd'hui d'avoir des rentas à 6,5 net dans l'hypercentre de Lyon. Ce qui, Ce qui est il y a encore, impossible il y a normalement, quelques années, ce qui est était très très impossible. compliqué en tout cas. Tout à fait. Mm. Et donc on reste avec le livret P aussi dans cette optique-là où on ne va pas acheter n'importe quoi, on prend notre temps dans le sens où on ne se précipite pas. Par contre, on est ultra réactif pour pouvoir justement faire les bonnes affaires. Du coup, toi aujourd'hui, alors on a plus ou moins répondu à la question, mais si tu dois me répondre en un petit bilan de comment toi tu vois l'évolution du marché en 2023, que ce soit en termes de taux ou en termes de prix de l'IMO, comment tu l'imagines là, si on doit récapituler un peu ce qu'on s'est dit, et si tu dois répondre à la question en gros, comment va évoluer le marché de l'IMO en 2023? Ça, c'est une question, on est quasi certain de se planter, hein. De toute façon, dès qu'on fait des prévisions, on se plante, hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Alors j'en fais rarement des prévisions et j'essaie de me concentrer un peu sur l'état du marché au temps T. Mais parce que du coup, je suis dans une optique aussi d'acquisition de manière continue. Je pense que les taux d'emprunt vont continuer d'augmenter un petit peu, au moins pendant le premier semestre, puisque la BCE a prévu de continuer son augmentation du taux interbancaire de base.
il faut anticiper encore, hein, une baisse des prix. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de combien elle va baisser, on ne sait pas jusqu'à quand ça va baisser. Moi, je pense on va rester sur des corrections de prix, donc quelques pourcents qui vont baisser dans les villes. Certaines villes un peu plus que d'autres, par exemple Paris, je pense que va souffrir un peu plus parce que on a un prix au mètre carré qui est plus élevé, donc du coup les gens sont moins en mesure en fait, de moins en mesure d'acheter. Puis c'est une correction aussi qui va faire du bien à Paris, parce que bon, 10 000 balles le mètre carré, Oui, voilà. oui, mais sauf que derrière, tu as quand même, voilà, ça reste, c'est la ville, c'est la capitale européenne, premier bassin de population en Europe continentale, en Europe occidentale en tout cas, et aussi au niveau de l'emploi, au niveau des étudiants, la Ouais, du première ville tourisme aussi. touristique du monde. Donc quoi qu'il arrive, tu vois, tu peux difficilement te planter à Paris. Maintenant, moi j'ai des copains qui ont acheté à 13 ou 14 000 euros le mètre carré. C'est dommage, là où ça vaut 10 ou 11 aujourd'hui. Il va falloir Donc être patient, quoi. il faut être patient. Donc en plus, c'est des gens à qui j'avais donné un peu ma stratégie, ma manière de faire. J'avais pris le temps de faire ça et une semaine plus tard, en leur disant que ça allait prendre du temps, et une semaine plus tard, c'est 3 personnes différentes, hein, et une semaine plus tard, ou 10 jours plus tard, ils m'appellent en me disant ah, au fait, j'ai acheté. En une semaine, oui, j'ai acheté, ça a coûté 14 000 euros. Ah, d'accord. Bon. Mais du coup, juste voilà, pour répondre à ta question, je pense que la baisse va peut-être durer, mais si on a la capacité d'acheter, on peut le faire et anticiper cette baisse en négociant dès à présent les prix par rapport au prix du marché. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Là où aujourd'hui, là par exemple à Lyon, on est sur un prix moyen autour de 5 000 qui est un peu baissé, 5 000 euros. Moi, avec Livre Épée, les biens qu'on a achetés, on était en dessous de 4 000. Donc j'ai anticipé cette baisse. Donc même si les prix devaient continuer de baisser dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ouais, t'as cette marge de sécurité, quoi. Exactement. D'où le fait de rester, si on est si on veut être actif sur le marché de l'immobilier, je conseille de rester, voilà, de rester à l'écoute, de prospecter un petit peu, le temps de trouver la bonne affaire et de prendre son temps. Ok. Du coup, est-ce que tu peux alors tu l'as déjà plus ou moins dit dans l'épisode, mais est-ce que tu peux nous dire avec Livre Épée un peu ce que vous avez pu acheter cette année, en 2022? Tu nous parles peut-être un petit peu tu nous as parlé de Lyon. Est-ce qu'il y a eu que Lyon? Est-ce qu'il y a eu d'autres? Enfin, combien de biens? Tu nous racontes rapidement un petit peu le nombre d'acquisitions, un peu les rentas que vous avez pu avoir, tout ça. Alors, Comment vous les donc, exploitez aussi? sur nos 6 premiers mois de lancement, on a 5 biens pour l'instant. Donc sur l'année 2022, on a acheté 5 biens, dont une maison à Villejuif Léo-Lagrange, qui a coûté plus d'1 million d'euros, qui est louée en co-living avec notre partenaire Colonize, qui est leader sur le marché du co-living en France. Donc on est à 15 minutes en transport de Châtelet, enfin du centre de Paris, et on a une rentabilité nette de 6% dessus. Donc nous, on n'exploite pas la maison, elle est exploitée par Colonize et on est propriétaire de la maison. Donc, nous, quand je dis nous, c'est la communauté de Livre Épée. On a également un appartement à Nanterre Préfecture, donc à 10 minutes à pied de la Défense, où qui est en coloc. Là, j'ai créé une nouvelle chambre, en fait, c'était un 85 mètres carrés, où il y avait 2 chambres. On en a créé une 3e dans le salon. On a rapetissé un petit peu le salon, et aujourd'hui, on a une rentabilité nette dessus de 5,5. Et puis les 3 appartements à Lyon qu'on a achetés, qui ont des rentabilités qui varient entre 5,5 et 6,5 net. Et qui sont exploités en coloc aussi? Exploités en coloc, toujours sur le même système en fait. On va acheter des biens qui sont d'une surface quand même assez intéressante et dont le nombre de chambres ne reflète pas la surface. Donc, avec l'idée de créer une chambre en plus, c'est ça? C'est ça. Donc il faut partir du principe que par personne, il faudrait qu'il y ait entre 20 et 25 mètres carrés par appartement. Donc quand on a un 70 mètres carrés où il y a 2 chambres, on peut facilement en faire une 3e si on arrive au niveau de l'agencement de l'appartement, si on arrive à la créer. Donc on a acheté près de la gare Pardieu. Là on est à 6,5 de renta net. On a acheté près du futur campus de l'EM Lyon et de l'école Normale Sup dans le 7e. Et là on est aussi en train d'acheter, on communiquera dessus je pense dans les prochains jours, prochaines semaines, un appartement dans le 8e aussi, très bien placé, voilà, à côté de Beaucartier. Ils apparaissent sur l'appli Livre Épée, ces 3 nouveaux biens? Oui, tout à fait. En fait, sur l'appli Livre Épée, il y a eu pas mal de changements
qui, qui- qu'on a mis en place ces derniers mois. On a mis en place un newsfeed. Donc l'idée aussi du livre épais, donc juste pour rappel, hein, donc c'est une solution d'épargne accessible basée sur l'immobilier qui permet d'épargner à partir de 100 euros sans frais contre un rendement allant de 4 à 6% et la capacité de récupérer ses fonds à tout moment, comme pour un livret A, donc de manière liquide, sans pénalité, sous 24 heures. Donc voilà, on a créé, en fait, c'est la seule solution qui existe aujourd'hui sur ce marché-là. Donc on n'investit pas sur un bien en particulier, on investit dans un fonds. Le fonds diversifie sur tous les biens, mais on a réussi à créer de la liquidité, à offrir cette liquidité tout en gardant la performance de l'immobilier, ce qui traditionnellement n'est pas possible sur des produits liés à l'immobilier. Au-delà d'avoir un produit où on peut créer son compte en 1 minute, valider son identité ou faire son KYC très rapidement et investir à partir de 100 euros sans frais. Donc nous, notre modèle économique, qui est la vraie innovation avec ce produit-là, c'est qu'on ne se rémunère qu'après avoir payé nos utilisateurs. Donc on est dans une optique de réussite et de performance et non pas de volume et de commission comme c'est le cas partout ailleurs. Donc c'est ça aussi qui fait un peu notre réussite aujourd'hui. Et donc en fait, voilà, on a aussi créé, donc l'objectif aussi pour nous était de pouvoir participer à l'éducation ou l'information financière des Français, qui aujourd'hui est relativement pauvre. Donc on a créé cette app éducative qui est très transparente, où on met en avant nos secrets de chasse immobilière ou notre stratégie d'acquisition, ce qu'on fait en fait, qui nous permet d'acheter dans ces conditions-là. On partage tout, donc les prix, le prix d'achat, les travaux, etc. Et voilà, donc c'est d'une certaine manière, on répond aussi aux problèmes d'opacité qui existent ailleurs. Ok. Et j'allais te demander, du coup, pour le rendement, donc de 4 à 6%, c'est bien versé tous les ans, hein, c'est ça? C'est pas tous les mois, C'est un c'est versé rendement qui tous est les ans? versé tous les jours. Tous C'est les un jours. rendement qui est versé tous les jours dès le lendemain. Ouais, mais il apparaît après sur ton capital que tous les ans, hein, c'est ça? Oui, ensuite il est comme pour un livret A en fait. Donc Hmm. lui, le livret A est calculé toutes les 2 semaines. Nous, il est calculé tous les jours, donc c'est encore plus intéressant. Sauf que il va venir se rajouter au capital total Que à la fin de l'année, enfin qu'en en début fin d'année. d'année. Voilà, c'est ça, Ok. exactement. Parce que c'est ce que j'ai vu du coup début janvier, j'ai enfin vu Sur mon ton compte, capital. tout à fait. Les intérêts sont tombés. Enfin, je Voilà. les ai plus vus dans l'intérêt gagné, mais je les ai vus ajoutés au capital, quoi. Exactement. Donc, il se rajoute au capital, mais tu peux suivre en fait tes intérêts tous les jours. Tu suis l'évolution et en plus, tu as la question of the week, qui est notre quiz hebdomadaire sur l'immobilier ou l'épargne, qui te permet d'apprendre aussi des choses sur ces sujets-là et de pouvoir t'amuser, jouer en boostant ton rendement, en augmentant ton rendement et pour atteindre les 6%. Donc ça marche bien. On a un taux d'engagement de plus de 90% toutes les semaines. Ouais, Donc, moi j'avoue que c'est positif. enfin moi tous les lundis matins, à T'es 9 heures, dessus. j'ai ma petite notif et genre je tellement, enfin moi je trouve que c'est du génie, tu vois, de ta part, enfin d'avoir eu cette idée, parce que clairement moi s'il y avait pas ça, j'irais pas sur l'appli, quoi. Enfin je laisserais dormir mon argent, j'attendrai. Et là, ben en plus, c'est ce côté, on aime tous le jeu, en fait, on aime tous aussi, ben soit développer notre culture générale, ou on aime bien aussi avoir un peu raison de ouais, est-ce que j'ai assez de connaissances pour répondre oui ou non. Et puis en plus, tu sais que si tu réponds bien, tu augmentes ton rendement, donc bon, forcément tu y vas, quoi. Exactement. Exactement. Donc voilà, donc notre lancement sur l'année a été très bon. On a plus de 7000 clients. Je pense qu'on a quasiment 7005 à fin 2022 avec plusieurs millions investis. Il faut savoir aussi que les gens testent souvent avec 100 euros. Ils attendent, ils voient comment ça se passe, ils s'assurent que bon, il n'y a pas de c'est Pas de pas loup. il y a pas de loup exactement. Et puis derrière, ils vont investir davantage. Et dans ce cadre-là, c'est aussi pour ça que on a souhaité accélérer notre développement. Et donc, on se transforme en. Donc, LivreP va devenir une plateforme de tout l'investissement immobilier qui va s'appeler OpenStone. Et dans OpenStone, tu vas avoir le produit LivreP, qui est le produit d'épargne liquide basé sur l'immobilier jusqu'à 6%, et à partir Ouais, de 100 donc euros, celui qui existe aujourd'hui, quoi. celui qui existe aujourd'hui. Mais on va aussi, via des partenariats avec des grosses sociétés de gestion immobilière, euh, proposer d'autres produits on va dire d'autres produits alternatifs complémentaires sur la plateforme. Donc certaines SCPI qu'on aura sélectionnées, donc de grosses sociétés de gestion qu'on va pouvoir offrir à des frais plus bas. Là où on prend généralement 10 à 15% les SCPI prennent 10 à 15% de frais, bah nous on va pouvoir en fait vraiment casser cela et offrir un cashback à nos utilisateurs. Mais là aussi où c'est très intéressant, c'est le développement de produits de private equity immobilier, donc de FCPI, qui sont généralement des produits réservés à des investisseurs
professionnel et qu'on va rendre accessible à notre communauté à partir de 1 000 euros. Là où généralement c'est réservé à partir de 100 000 ou 500 000 euros. Donc voilà, on a aussi des clubs deals immobiliers qui sont aussi réservés à des happy few qu'on va rendre, on va donner l'accès à notre communauté. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la plateforme. Ça, L'objectif en fait, c'est courant 2023 que ça va arriver? on travaille dessus. Hein. Donc les fêtes de Noël, Nouvel An, machin, on était dessus. Tout le mois de janvier, on sera dessus. J'espère lancer ça pour début février. Ah ouais, donc il y aura le podcast ressorti, quoi. Voilà, bon, tant mieux. Il y aura un site web, une web app, pardon, donc qui sera aussi, donc on pourra accéder à son compte et Livre Épée et le compte global OpenStone sur son ordi, en plus de l'application mobile. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, donc faut rester connecté. On peut continuer de suivre Livre Épée sur les réseaux. Ça me permet aussi d'avoir un peu les dernières news. Donc LinkedIn et Instagram principalement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Nadim. Alors volontairement, l'épisode est un peu plus court que prévu parce qu'il y a des petits imprévus de ton côté, donc, donc volontairement je vais couper très bientôt. Mais oui, je voulais te poser une petite question sur Livre Épée encore, c'est pour la liquidité en fait, parce que je sais que c'est toujours la chose que les gens veulent vérifier, et moi le premier, hein, quand je teste une application, c'est le premier truc que je fais, hein, tu sais, je mets, comme tu as dit, hein, la somme minimum, je teste que je peux bien retirer mon argent, puis ensuite j'investis, tu vois. Et je voulais savoir comment ça se passe concrètement quand tu mets 100 euros. Est-ce que, je sais pas moi, si demain tu as 102 euros avec les intérêts, est-ce que tu peux retirer les 102 quand tu veux? Est-ce que tu retires que le capital? Est-ce que enfin, comment ça se passe concrètement? Tu peux retirer les intérêts en fin d'année. Ok. Donc quand ils viennent se rajouter sur ton capital, mis à part si tu souhaites fermer ton compte, dans quel cas on clôture le tout et on te verse ton capital et tes intérêts. Voilà, les intérêts que tu auras générés courant année. Pour expliquer un peu à tes auditeurs le fonctionnement en fait de la liquidité, on a mis en place une poche de liquidité qui représente, alors aujourd'hui on dit 10%, mais c'est plus que 10% du montant total investi, qui est là et qui nous permet en fait de rembourser les gens quand ils veulent sortir. On est en discussion avec plusieurs banques aujourd'hui pour mettre en place d'ici fin 2023 une ligne de liquidité qui va nous permettre d'assurer les liquidités de manière plus importante à notre communauté. Donc là, on est en discussion aujourd'hui, on attend d'avoir une taille un peu plus importante pour pouvoir mettre ça en place, et on pourra derrière, d'une certaine manière, aussi garantir ça via des banques partenaires. D'accord. Ce que j'allais dire, bon, je vais être un peu catastrophiste dans ma question, mais si demain tout le monde veut retirer, tu vois, est-ce que la ligne que vous avez, ça suffit, ou c'est justement le partenaire avec la banque qui permettra de couvrir ce cas-là? Non, alors si tout le monde veut retirer, donc on appelle ça un bank run de manière générale, si tout le monde veut retirer, forcément on ne pourra pas rembourser tout le monde sous 24 heures comme on le dit aujourd'hui, ni même avec la ligne de liquidité de la banque. Hein. Elle ne représentera pas le montant total investi. Ouais, il faudra que vous vendiez des immeubles peut-être. Tout à fait. La seule différence, donc aujourd'hui, si tout le monde veut retirer son argent de la BNP ou d'une banque, la BNP personne ne peut rembourser. Exactement, parce que les fonds sont investis par ailleurs. Donc il faut regarder. Donc ce qui est le plus important, c'est de regarder où ces fonds-là sont investis. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on n'est pas investi sur des cryptos, FTX ou autres, et on est sur de l'immobilier, une valeur sûre, une valeur qui existe. Donc on remboursera si tout le monde veut sortir, on remboursera dans la mesure des disponibilités. Et puis pour tout ce qui va au-delà, les délais de remboursement seront plus élevés, mais les gens le comprennent parce qu'on reste sur de l'immobilier, il faut nous laisser le temps derrière de pouvoir arbitrer les biens, liquider les biens, revendre les biens. Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années, mais au moins on sait que l'argent, on pourra le récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc là, on parle d'un événement catastrophiste, mais même en worst case scénario, comme on dit, on est quand même basé sur des biens immobiliers. Et c'est ça, en fait, qui rassure tout le monde. Tu sais que tu as un bien tangible derrière, quoi. Et exactement. Ça prendra effectivement du temps pour rembourser tout le monde, mais tu sais que tu y arriveras parce que tu récupéreras dans tous les cas le capital en revendant. Okay. C'est pareil hein, pour les SCPI, les sociétés de gestion, leurs investisseurs veulent tous sortir. Déjà, elles n'assurent pas la liquidité, donc ça c'est un. Et deux, bon voilà, les gens vont être bloqués longtemps, le temps que le fonds arrive à échéance ou que la société de gestion liquide les biens. Donc pour moi, ce qui est le plus important à regarder, c'est le patrimoine immobilier et la manière dont les biens ont été achetés. Et c'est ça qui fait aussi une très grosse différence entre Livre Épée et toute autre plateforme
d'immobilier ou de pseudo-immobilier qui existent sur le marché. Il faut vraiment regarder la qualité des biens. Ok. C'est noté. Du coup, avant de te quitter, Nadim, bon, juste pour info pour les auditeurs, alors je l'avais déjà donné dans l'autre épisode, je mettrai un code parrain juste dessous l'épisode en description. Alors je l'ai pas en tête parce que c'est un code avec plein de chiffres et plein de lettres, mais en gros il est à copier-coller. Si vous voulez ouvrir un compte sur Livre Épée, en rentrant mon code, vous gagnez 10 € pour 100 € de demi. C'est ça, hein, C'est ça, Nadim ? exactement. Donc Ok. dès la validation de son compte, vous ferez partie des 7000 clients et vous pourrez avoir 10 € dès que vous déposez. Et pour être tout à fait transparent avec mes auditeurs, je gagnerai aussi 10 € parce que c'est un code parrain, donc j'ai ma récompense également. C'est le système de parrainage. C'est ça. Non, mais c'est bien d'être transparent, tu vois, que les auditeurs sachent aussi que je touche quelque chose. Et ça permet aussi de soutenir le podcast. Et si vous êtes des auditeurs fidèles et que vous souhaitez soutenir, ça aide aussi. Ok, très bien, Nadim. Bah, écoute, je vais te laisser partir vaquer à tes occupations. Est-ce que tu peux juste répondre à la question traditionnelle finale et me dire quel est le bouquin que tu recommanderais ? Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas lu d'autres depuis, je sais pas si tu en as un deuxième. J'en ai, alors, j'avoue que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris de vacances, donc j'ai pas eu le temps de lire de bouquins puisque en ce moment on bosse quasiment non-stop sur Livre Épée et la plateforme OpenStone, mais en préparation, en pensant à ce podcast, je me suis souvenu, et donc dans le cadre de l'actualité et pour sortir un peu de l'immobilier, je conseille un bouquin que j'avais lu il y a quelques années, c'est la biographie d'Elon Musk, vu qu'on parle beaucoup de lui en ce moment. Pas forcément en bien, et chose que je peux comprendre avec un peu les dernières frasques liées à Twitter. Mais je pense que c'est très intéressant aussi de regarder, si on est intéressé par l'entrepreneuriat de manière générale, de voir un peu tout ce qu'il a enduré en créant quand même 2 mastodontes, Tesla et SpaceX, et de voir un peu comment il s'est... Même ce qu'il a fait avant. Et ce qu'il a fait avant. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il était en train de monter 2 énormes boîtes en parallèle et il s'était retrouvé à, je pense, 24 heures ou 48 heures de la banqueroute. Et avec un coup de génie, il a réussi à s'en sortir. Donc c'est vraiment passionnant, hein, comme bouquin. Moi, je pense que je l'ai lu quasiment en une traite. Donc je l'ai lu aussi et il m'a beaucoup plu. C'est vrai que j'en ai jamais trop parlé, mais c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré aussi. Ouais. C'est un livre d'Ashley Vance, hein, au cas où, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Donc pour ceux qui sont intéressés, je le recommande fortement. Ouais. Alors je partage à 100% parce que je l'ai lu aussi et j'avais beaucoup aimé. Et moi, ce qui m'avait surpris, ce qui m'avait impressionné dans ce livre, c'est de voir que le mec, donc par exemple, il a fait Zip2, je crois, de mémoire, et après il a fait PayPal. Et à chaque fois, il a rendu la boîte et il a fait tapis dans la nouvelle boîte, quoi. Il a pas une seule fois. Moi, c'est ça qui me rend fou, en fait, parce que moi, je prône à fond la diversification, la sécurité et tout. Et là, le mec, il vend le truc 2 millions, il remet 2 millions dans un nouveau truc. Il en sort 200 millions, il remet 200 millions, et après, c'est incroyable. C'est le mec un vrai entrepreneur qui prend des risques, quoi. Exactement. Yes. Bon, écoute, Nadim, bonne journée à toi. Et puis, merci d'être revenu dans le podcast, en tout cas. Et puis, voilà, pour suivre Nadine, c'est Livre Épée. Alors, je sais pas si tu veux qu'on te suive sur d'autres choses ou c'est Livre Épée Livre Épée ou sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, Nadim Takshi. Exactement. Yes. Ok, merci beaucoup, écoute, Thomas. À bientôt, Nadim. Salut. À très bientôt. Bonne journée. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram monbudgetzen ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.